Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux personnes en situation de handicap à l'occasion de la journée mondiale du handicap qui, vous le savez, a lieu dans le monde entier le 3 décembre. Alors on va parler justement de la situation des personnes en situation de handicap. Ça fait un peu pléonasme, mais avec Marie-Hélène Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Jouy-en-Josas et vous êtes la vice-présidente du conseil départemental déléguée à l'autonomie et à la coopération décentralisée, Oui. C'est-à-dire notamment en charge du handicap. Des personnes handicapées. Katia Nabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Montigny, le Bretonneux, et vous aussi, vous êtes en charge de l'action sociale et du handicap. Et des seniors. Et des seniors, absolument. Ce qui sont trois catégories, pas forcément, qui se rejoignent pas forcément, mais qui peuvent se rejoindre aussi. Hein. Tout à fait. Et Stéphane de Bizet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un athlète en handisport, notamment dans deux sports, qui sont le handball et le basket. Oui. Hein, Oui, le handball à Montigny, le basket à Versailles. voilà. C'est bien de faire les deux. Pourquoi les deux, d'ailleurs? C'est assez complet. Le handball, c'est une autre façon de gérer le ballon qui est plus petit. Oui. Et le basket, c'est aussi, par rapport à mes mains, une autre façon c'est quelque part faire un peu d'ergo, en quelque sorte. D'accord. Bon, Et j'aime beaucoup le sport aussi. Et vous aimez oui. Et j'ai fait aussi du rugby fauteuil Oui, à haut niveau, à haut niveau. Ouais, avec Miss absolument. Saint-Georges. Ah, c'est bien. C'est compliqué aussi le rugby, non? Le rugby fauteuil. C'est très très physique. Très physique, Ça a ouais. été créé par des gens qui sont devenus handicapés suite à leur sport, le football américain. Ils se sont dit pourquoi on va arrêter Oui, de faire du sport. parce qu'on est devenu tétra en fait. Et ils ont créé le rugby fauteuil. Et c'est un sport très 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 physique. Absolument. Très physique. Et avec nous en visio, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Morgane Legrand. Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'ai dit que vous connaissez bien parce que vous faites une émission absolument formidable qui s'appelle Dans les yeux de Morgane et qui passe, qui est diffusée notamment, entre autres, sur TV 78. Alors, Morgane, je ne sais pas est-ce qu'il faut vous présenter? Sans doute, très rapidement. Donc oui, j'anime plutôt des contenus inclusifs, toujours tournés vers l'inclusion du handicap, mais pas seulement. Hein, c'est pour aussi favoriser la diversité et pour sensibiliser. Et même si c'est atypique, donc je suis très 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 malvoyante et je travaille dans l'audiovisuel. Ce qui est formidable. Oui. Hein, et le titre de cette émission, Dans les yeux de Morgane, est aussi formidable. Et puis vous faites aussi des podcasts, puisque j'ai eu la chance de participer à un de ces podcasts qui sont diffusés par Exactement. Merci Patrice. Oui, tout à fait. Il y a aussi le podcast que je co-anime aux côtés de Alain Guillotin. Et le podcast s'appelle Des portraits pas très carrés. Et bien sûr, on peut le retrouver sur captivant.live et sur toutes les plateformes, mais c'est toujours avec des notes d'inclusion. On fait le portrait d'une personne, mais toujours avec des petites touches d'inclusion et en amenant le rapport au handicap. D'accord. Alors, on va se servir d'ailleurs de votre émission pour faire plusieurs parties dans celle-ci. La journée mondiale du handicap, Marie-Hélène Aubert, vous avez appris le langage des signes pour cette occasion. Oui, j'ai appris quelques signes du langage des signes, juste pour dire... Pour un message. Voilà, pour un message, pour dire que le département s'engageait aux côtés des personnes en situation de handicap. Et j'ai voulu le dire en langage des signes parce que c'est vrai que les sourds et les malentendants, c'est pas une population de personnes en situation de handicap très importante, mais on les oublie souvent dans l'accueil, et c'est important de pouvoir souligner que c'est aussi des personnes dont il faut tenir compte dans notre société actuelle. Absolument. Et Stéphane, pour cette journée, vous faites quoi, vous, du basket? Voilà, j'ai été sensibilisé par mon club pour aller au Chénet, faire une petite démonstration de basket et permettre aux jeunes qui seront présents de venir essayer le fauteuil roulant et ce sport avec nous. Ah oui, ça c'est bien. C'est-à-dire que des personnes valides, c'est ça? Il y aura beaucoup d'enfants, à ce que j'ai compris. Et des enfants vont essayer, qui vont venir voir un peu ce que c'est que le basket fauteuil. On va faire une petite démo entre nous.
Et ensuite, on va leur proposer de venir, de se joindre à nous pour faire un petit match assez sympathique. Ouais, c'est bien. Moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'ai de l'admiration évidemment pour les sportifs. J'ai encore plus d'admiration pour les gens du handisport. Je ne sais pas si c'est. Bah oui. Ah, on Mais, est d'accord. hein, Ouais, c'est des c'est- performances c'est exceptionnelles. des Ouais, performances. il y en a, j'en vois un au rugby fauteuil en équipe de France qui a amputé des jambes Ouais. et des bras. Vous verriez ce qu'il fait au rugby, c'est un monstre. Il est impassable. Ah oui. Définitivement c'est impressionnant. impassable. C'est un gars très physique et il bouge comme ça. Et comment il te fait En fait, il met du sparadrap sur ses moignons. Ouais. Il se déplace comme ça et il bloque les gens comme ça. Mais quand il vous bloque, c'est terminé. Vous pouvez pas, oui. Incroyable. Personne ne peut Incroyable. passer. Incroyable. Ah non, non, il s'appelle Cédric Nankin, il joue à Paris et il est C'est vrai que fantastique. c'est vrai que moi j'ai une admiration sans borne bah, pour vous, enfin et pour tous les gens qui font Après, moi, j'ai eu la chance aussi de faire beaucoup de sport par le biais des centres, parce que depuis que j'ai 1 an, j'étais en centre. Donc depuis, on va Oui. dire depuis l'âge de 10 ans, j'ai facilement été incorporé dans le handisport, que ce soit le basket, le foot, l'athlétisme, les Jeux de l'avenir, parce qu'en ce temps-là, ça s'appelait les Jeux de l'avenir. J'ai tout de suite été plongé dans le domaine du sport. Oui, Donc après, ça a été facile de continuer. c'est facile, voilà. Voilà, voilà. C'est tout Tellement simple. naturel. C'est tout simple. Il y a des gens pour qui c'est pas facile parce qu'ils deviennent handicapés suite à un accident. Je parle toujours du rugby fauteuil. Bien sûr. Il y a tellement d'exemples là-dedans. Oui, il y a des parcours évidemment Voilà, très différents. il y en a qui étaient en pôle espoir rugby valide, Oui, qui ont été plaqués au niveau de la moelle épinière, qui se sont retrouvés tétraplégiques, et qui qui, continuent. sur le coup, ils ont voulu abandonner, c'était Ouais. fini, terminé. Maintenant, ils sont en équipe de France de rugby fauteuil. Ouais, Ils ont surmonté ça, mais d'une force. C'est absolument. plus eux qu'il faut admirer que nous qui avons été baignés dedans, en fait. Ah, bah, C'est ça Oui, Les je sais deux, pas, les ça deux, s'il quand faut même. faire ce qu'il Oui, faut. non, Qu'est-ce c'est que plus vous en pensez, Morgane? Bah, sur le côté admiration des athlètes, alors de manière générale et aussi en situation de handicap, je suis un peu forcée de vous rejoindre, quel que soit le moment où on s'est retrouvé en situation de handicap, je reste admirative parce que souvent aussi, avec cette dimension sportive, il y a le côté dépasser la fatigue, parfois la douleur, et se servir du sport à la fois pour exercer son talent, pour sensibiliser, mais pour dépasser une situation qui parfois a beaucoup d'impact. Et donc en fait, c'est hyper complet pour les athlètes paralympiques, pour les athlètes handisport. Donc je suis scotchée devant justement tant d'implications. Donc je vous rejoins sur le côté quand même admiration et sur l'utilité aussi du sport. Et l'utilité du sport, alors, il y a évidemment les champions, mais vous-même, vous pratiquez du sport. Oui, 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 tout à fait. Moi, j'en ai besoin. Alors, au-delà de ma déficience visuelle, je suis diabétique, donc le côté sport et santé a beaucoup de sens pour moi. J'ai un fort besoin d'activité sportive et c'est possible d'ailleurs. Alors, dans mon cas, c'est un petit peu différent. Il y a besoin d'être en binôme, il y a besoin parfois d'accompagnement pour décrire les choses. Mais voilà, on peut pratiquer la course à pied, la randonnée, y compris avec une déficience visuelle. Et il y a aussi ce côté, bien sûr, encore une fois, santé, mais aller quelque part goûter d'autres sensations, y compris quand on n'a plus la vue. C'est important de pouvoir se défouler et aller tester d'autres choses. Marie-Hélène et Katchen, évidemment, c'est important l'activité physique pour les personnes en situation de handicap. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est le sport, c'est la santé, ce que disait Morgane. Que ce soit d'ailleurs quand on est en situation de handicap, quand on est valide, quand on est senior, encore plus. Encore plus. Donc oui, le sport, c'est essentiel à la vie, bien sûr. Absolument. La Alors, base. Oui. Ah ouais, c'est la base. oui, Stéphane, C'est la base. c'est la base, absolument. Alors, ben justement, on va aborder un peu la situation, la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. C'est la première partie de cette émission. Là où je voulais en venir aussi, c'est que vous êtes très positif. Alors j'ai bien compris que le handicap et la santé, ça n'empêchait pas les activités et que vous étiez très unis. Mais pour des familles qui peut-être auraient des craintes, des doutes et qui ne sauraient pas forcément comment gérer le handicap, est-ce que vous pourriez tous dire un petit mot, juste un petit message que vous pourriez adresser aux familles dans des situations similaires?
Je dis commence. C'est toujours moi qui parle. En fait, je crois qu'on n'a jamais regardé nos enfants comme des handicapés. Persuadés, on a toujours été en vérité. On s'est posé une question, c'est-à-dire quand vous avez un enfant qui est entre la vie et la mort, qu'est-ce qu'on dit aux autres ? Et en fait, on leur a dit cache tout de suite tout. Du coup, il n'y a pas eu d'angoisse, je pense, puisque de toute façon, la vérité n'était pas cachée. Et en disant, oui, c'est compliqué, on était dans le déni en disant, oui, c'est compliqué, on ne sait pas comment on va faire, mais on va trouver une solution. Et d'ailleurs, vous allez nous aider à y trouver. Donc, je pense que c'est croire en la vie, croire en la ressource. Je pense que les personnes qui ont un handicap, en fait, elles sont 12 fois plus fortes qu'une personne normale. Parce que sans cesse, elles s'adaptent, elles doivent rien lâcher. Et le plus important, c'est le regard qu'on a, nous, en tant que parents, enfin, en personnes extérieures par rapport à eux. Je pense qu'on les regarde avec presque encore plus de fierté que les autres enfants. Ça, c'est très intéressant. Morgane, c'est un extrait d'une de vos émissions. Et c'est très intéressant parce qu'il y a ces deux aspects, c'est-à-dire le regard des personnes valides sur les personnes handicapées et puis la nécessité de s'adapter quand on est dans une situation de handicap à la vie quotidienne. Stéphane, par exemple, est-ce que, alors on parlera du sport tout à l'heure, mais dans votre vie quotidienne, vous êtes en fauteuil, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des progrès qui ont été faits dans l'espace public notamment? Maintenant, quasiment tous les locaux sont accessibles. Oui. Ce qui facilite. Moi, je vois pas encore de... Il n'y a pas si longtemps que ça, je voyais par exemple le bâtiment de la sécurité sociale à Elancourt, quand c'était encore à côté d'un grand magasin, je ne sais pas si on peut dire les noms. Vous pouvez dire ce que vous voulez ici. Voilà. Bon, c'était à côté de Carrefour. Vous voyez, il y avait la petite montée pour accéder à l'ascenseur, mais au niveau... juste avant d'accéder à l'ascenseur, il y avait 4 marches. Donc il y avait la petite montée pour entrer dans le bâtiment et 4 marches après, ce qui fait qu'on était coincé. C'est quoi ça? Et du coup, maintenant, tout ça, c'est du passé. Non, parce que je disais ça parce qu'il y avait... On parlera de la Fondation Anne de Gaulle tout à l'heure, mais quand il y a eu la pose de la première pierre, il y avait un des intervenants qui m'avait dit, je crois qu'il y a une personne sur 6 qui est en situation de handicap en France, et qui disait, au fond, la société est plutôt faite pour les 5 autres. Oui, c'est tout à fait. C'est quand même vrai, quoi. Hein. Même si il y a une prise de conscience, même s'il y a eu des progrès, comme vous dites, notamment dans les espaces publics, voilà, l'accessibilité. Mais voilà, c'est quand même, et on se rend compte quand on accompagne une personne en situation de handicap, comme des difficultés de tout ça, même un fauteuil, un trottoir, c'est difficile de monter, hein, c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup pour les trottoirs, il y a beaucoup de bateaux. Oui, non, mais vous êtes formidable parce que vous êtes. Il est positif, il est positif. Nous, on dit c'est compliqué, lui, il dit non, mais bon, Non, le mais problème. je suis assez indépendant, moi, donc. Non, c'est vrai, non, mais. Voilà, Mais il y a encore du boulot. il y a encore du boulot, oui. À Montigny, on a depuis plus de 20 ans donc une politique d'inclusion et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et on a la semaine du handicap depuis, c'était la 20e édition. Et lors de cette semaine, on fait des actions de sensibilisation donc aux plus jeunes, effectivement, pour leur montrer la difficulté qu'ont les personnes en situation de handicap pour accéder à des commerces ou autres. Donc on les met en situation en fauteuil, il y a des jeux inclusifs. Et c'est très bien ça, parce qu'on se rend tout à fait compte dans ces expériences que tout n'est pas... Alors même si il y en a qui se débrouillent très bien comme vous, mais que tout n'est pas forcément facile. C'est pas simple. Il y a des gens pour qui c'est pas simple. Mais pour ma part, moi je trouve que ça c'est bien accessible. Oui, et qu'il y a eu des progrès. Oui, qu'il y a eu beaucoup de progrès, oui. Alors, on a quelques chiffres que j'ai pris sur le site du département. C'est le nombre de personnes en situation de handicap dans les unes. Je crois que à peu près 86 765. On est très précis. Ça a peut-être augmenté depuis. Ça augmente tous les ans. Ça augmente tous les ans, oui. Et il y a notamment la maison départementale de l'autonomie. Oui. Alors qu'il y a une quinzaine d'années maintenant. Hein. La maison départementale
des personnes en situation de handicap, la MDPH, Oui. qui a été créée en 2005. Et puis au sein du département, on a une organisation interne qui s'appelle Maison de l'Autonomie, qui traite à la fois les seniors et à la fois les personnes en situation de handicap. C'est ça. Oui. Et ça, c'est donc c'est quoi? C'est une sorte de guichet? C'est une vraie maison? Alors la MDPH, c'est un guichet. Voilà. La MDA, Maison de l'Autonomie, c'est notre organisation interne au sein du département. Mais la MDPH, c'est effectivement le guichet unique des personnes en situation de handicap et qu'on a voulu, Ah oui, là. notamment dans le département des Yvelines, rendre plus accessible et être plus en proximité des personnes en les délocalisant dans les différents lieux du département. Alors, j'ai vu aussi que pour l'accessibilité, parce que l'information c'est très important, vous avez fait appel à un système qui s'appelle Picto Access, Ah oui. c'est ça? Oui, super. Qui permet de recenser l'accessibilité des établissements, d'abord qui appartiennent au département, que ce soit le musée Maurice Denis ou autres établissements. Et petit à petit, on recense tous les établissements pour donner sur le site internet l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, alors moteur, visuel, malentendant. Donc petit à petit, ça se fait pas en une fois, mais petit à petit, on avance dans ce domaine-là. Et il y a une chose aussi que vous faites dans cette politique et qui est très importante, c'est dire, Stéphane est là, il nous raconte au fond sa vie quotidienne, c'est aussi d'interroger les gens, d'avoir le retour. Vous le faites, je suppose, aussi beaucoup à Montigny, hein, ça. Bien sûr, on a une commission pour l'accessibilité qui permet de recenser effectivement les difficultés qu'ont les habitants en situation de handicap. Et ça nous permet aussi de mettre en place, par exemple, lorsqu'on nous demande des places PMR ou autres, d'adapter la ville, la cité, donc à tous, pour permettre à tous d'avoir une accessibilité totale. Morgane, je reviens un peu sur l'extrait qu'on a vu de votre émission, parce que c'est vrai que ça posait le problème de comment on parle des situations de handicap, comment on en parle aux autres, comment on en parle aux personnes elles-mêmes en situation de handicap. Et c'était très intéressant ce que disait cette maman. Oui, tout à fait. C'est Marie-Astrid donc qu'on entendait. Je trouvais son point de vue intéressant, notamment sur le côté exprimer la difficulté. C'était tout à son honneur d'en parler et de rappeler qu'on a le droit de dire quand c'est difficile, et notamment dans le cadre de la famille, parce que c'est une chose de parler de son handicap. C'en est sans doute encore une autre de parler du handicap de ses enfants et de ses proches. On n'est encore pas dans la même dynamique et c'est important effectivement de pouvoir en parler au sein de la famille ou à l'extérieur. Et Marie-Astrid le disait très bien et je trouve que c'était un propos qui pouvait aussi rassurer. On peut avoir des proches dans sa famille, on a le droit d'en parler, on a le droit de sensibiliser et au contraire, plus on est dans le dialogue, mieux c'est. C'est vrai que elle dit on a tout dit, quoi. Voilà, on a mis les choses sur la table. C'est vrai que parfois il peut y avoir, peut-être que ça change aussi, parce que le regard aussi des personnes valides change, heureusement. Mais parfois aussi il y a eu peut-être un peu de réticence à dire les choses, à dire le handicap au fond, non? Ça change quand même. Ça change, hein. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont à l'école avec les autres, en inclusion dans l'école. Donc il y a un regard qui change sur le handicap, bien sûr. Les sensibilisations, ça fait beaucoup dans les collèges, lycées, tout ça, ça aide. Tout à fait, mais il reste une réticence, effectivement. Nous, à Montigny, on a une charte handicap pour l'accueil et l'accompagnement des enfants qui intègrent les structures de la ville. Et il est vrai que parfois, il y a des parents qui n'osent pas parler du handicap de leur enfant. C'est ça, c'est ce que C'est ça, parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Mais pour autant, avec la sensibilisation, avec toute cette pédagogie qu'on essaye de mettre en place depuis de nombreuses années, on essaye de changer le regard sur le handicap et de faciliter au mieux la vie des enfants dans les centres aérés, dans les écoles. Donc c'est un travail de longue haleine, bien évidemment. Alors justement,
il y a quand même une actualité, puisque à Montigny, le département est partie prenante là-dessus. Vous venez d'accueillir, on a posé la première pierre de la Fondation Anne de Gaulle, et c'est un projet, c'est le village Agora, et c'est un projet absolument passionnant, parce que justement, c'est un projet totalement inclusif. Hein. Il va y avoir ces constructions. Si je dis pas de bêtises, il y aura des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne sont pas en situation de handicap qui pourront y habiter. Alors, il me semble que pour habiter dans ces structures, ce sont des personnes en situation de handicap. Néanmoins, la volonté de la Fondation Anne de Gaulle, c'est vraiment d'ouvrir la structure absolument à tous, d'être un centre ressources pour permettre d'innover et de permettre l'inclusion totale des habitants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'infuser dans la société et de permettre à tous de co-construire une vie ensemble. D'avoir une inclusion vraiment universelle. Et ça, c'est un très très beau projet dont on est vraiment fiers à Montigny, bien entendu. L'idée que cette structure puisse être un centre ressources, c'est quelque chose de très important pour nous, puisqu'il y a un besoin au niveau de la population, au-delà de Montigny. Il y a un besoin, bien évidemment, d'avoir un endroit où se poser, de réfléchir ensemble et de pouvoir être accompagné. C'est ça aussi, l'accompagnement qui manque parfois au niveau des familles qui accompagnent, qui ont des enfants ou des adultes en situation de handicap. Voilà. Et puis il y a cette sorte de révolution comme ça qu'amène ce projet, c'est la participation nécessaire et sans doute très qui va faire beaucoup de progrès, la participation des personnes en situation de handicap à la vie de la cité, quoi. C'est ça. C'est un changement de paradigme total. Oui. De plus en plus, les établissements s'ouvrent sur la vie, heureusement. Ça reste pas des univers carcérales. Donc, il va y avoir un centre de recherche, il va y avoir tout ça. Et les enseignants seront les personnes qui elles-mêmes sont en situation de handicap. Donc c'est assez innovant. On a hâte. On a hâte, oui. Alors, il y a eu la première pierre posée. Il devrait ouvrir quand Septembre 2024. Si tout va bien. Si tout va bien. Si tout va bien, oui. C'est quand même très rapide. Hein. Oui, j'allais dire, c'est rapide. La première pierre était en fait la centième pierre, on va dire. Oui, c'était symbolique. Justement, Stéphane et Morgane, la participation des personnes en situation de handicap à la vie de la cité, c'est important quand même. On vous consulte, on vous demande des choses, on vous a proposé peut-être des rôles dans les... Moi, là où j'habite, je suis quelqu'un qui est assez ouvert, qui s'amuse beaucoup avec les jeunes du coin, en fait. Et ça aide à l'insertion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au début, n'osaient pas venir me parler. C'était un peu le handicapé, oh là là, etc. Et à force de rigoler avec eux, jouer au basket, déconner pas mal, parce que j'aime bien ça. Oui, maintenant, c'est eux qui viennent me voir, en fait. Ah oui. C'est-à-dire, je sors et ils arrivent, et voilà, il y en a même qui montent sur mes genoux pour faire des tours. Il y a un peu de tout. Il y en a avec qui je joue au basket. Non, j'ai permis à certains de se rapprocher du handicap, en fait. De changer le regard. Voilà, de changer un peu le regard. Il est marrant, finalement. Ça... Mais oui, voilà, quoi. On s'amuse bien. On s'amuse bien avec lui. Morgane, évidemment, vous êtes aussi sollicité par des associations, des entreprises aussi, pour donner votre point de vue. Là, c'est important aussi, ça. Oui, complètement. Et deux choses, je suis complètement d'accord avec Stéphane aussi sur le côté, une fois qu'on commence à discuter, à plaisanter, ça fait tomber certaines barrières. C'est ok. En fait, il y a des sujets de conversation. En fait, le handicap, c'est pas le premier truc qui vient. Donc, il y a vraiment une personne derrière. Donc, l'humour, ça aide beaucoup. Donc, à titre personnel, c'est vrai que ça joue et ça ouvre encore une fois le dialogue. Et à titre professionnel, en animant l'émission et donc en sensibilisant, il y a de plus en plus d'entreprises et d'associations qui viennent poser des questions et qui essayent de favoriser un travail en commun. Et ça, c'est super d'être consulté, mais aussi de pouvoir œuvrer ensemble, en fait. Au-delà de donner un avis, pouvoir comparer et que chacun apporte ses compétences, ça, c'est primordial dans l'inclusion.
Marie-Hélène Aubin, justement, sur l'emploi, par exemple, des personnes en situation de handicap, c'est vrai que là aussi, il y a eu dans les entreprises, il y a une prise de conscience qui est assez forte aujourd'hui. Oui. Bah, il y a une obligation, d'abord. Réglementaire. Et puis, aujourd'hui, on accueille plus volontiers des personnes en situation de handicap parce que, justement, le regard a changé. Et puis, il y a une journée qui était la semaine dernière, le Duo Day. Oui, Qui a ça c'est très très bien. Ça a beaucoup de succès. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, d'institutions. Voilà, c'est des personnes en situation de handicap qui vivent la vie d'une autre personne pendant une journée. Pendant une journée, qui découvrent un métier, qui peuvent être employés à la suite de cette journée de découverte. Et donc oui, c'est très riche pour tout le monde. Et dans ma mairie, nous le faisons régulièrement. Et c'est vrai que c'est vrai que même dans les services techniques ou d'autres emplois, tout le monde est très content et demande à le renouveler l'année suivante. Vous y avez participé déjà? Non, pas C'est encore. vrai? Non. Non, on vous a pas demandé? Non, on me l'a pas proposé. On va venir ici l'année prochaine alors. Ah oui, il y a ça pas va. de problème. Oui. Vous ferez les émissions. Ah, pas de problème. Ah bah oui, on va faire ça. D'accord? Pas de souci. Ah oui, ça serait bien. Ah oui, vive ma vie de Patrice. Voilà, absolument. Et Patrice, vive ma vie Ouais, de ouais. sportif. Voilà. Donc rendez-vous au handball. Je vais essayer de faire du Je ne sais sport. pas ce qui sera le plus difficile pour l'instant. Je pense que ça sera plus dur pour moi. Il faudra venir essayer le sport. Avec plaisir. Avec à grand Montigny, plaisir. notamment. Ah oui, faire avec un grand petit plaisir. entraînement de handball. Ouais. Ah oui, c'est Ouais. Et les Avec Comme endiablés. j'ai dit, voilà, avec les endiablés. Je fais leur pub parce qu'après ils vont me jeter, donc je suis un peu obligé pour relever le niveau. Il faut quelqu'un qui ait de la compétence, donc j'y vais. Non, mais l'entraînement c'est de 20h à 21h15. Gymnase Coubertin. Ouais. Si un jour ça Ah vous bah, avec intéresse plaisir. d'essayer. Avec plaisir. Et moi je ferai votre émission. Voilà. L'année prochaine, on va faire ça. Hein. D'accord. Et puis il y a un tournoi tous les ans. Oui, il y a un aussi, tournoi, donc, oui, il y a un tournoi. faut- Ah bah, je suis pas à ce Voilà. niveau-là, moi, encore. Vous verriez l'équipe, vous diriez pas ça. Hein. Non, ils sont bons. Alors, on va passer peut-être au deuxième thème, parce que dans le handicap, il y a des handicaps visibles, il y a aussi une forte proportion de handicap invisible, et c'est justement le deuxième thème de l'émission, handicap visible et handicap invisible. Et Marine, d'ailleurs, si je me souviens bien, quand on a échangé toutes les deux par téléphone, tu disais aussi que ça renforçait le côté invisible, précisément l'autisme, puisque il y a des difficultés précisément dans le relationnel. Mais comment mettre des mots sur ce qu'on a quand le relationnel est un souci? J'ai l'impression que ça invisibilise encore davantage. Alors, est-ce qu'il y a des façons d'accompagner les personnes autistes pour les aider à mieux exprimer ou à savoir dire ce qui les impacte? Après, alors il y a des personnes qui vont être complètement ouvertes à discuter en fait et à même prendre plaisir à parler de l'autisme et comment ça les impacte. Et après, il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas le diagnostic et qui vont pas forcément se sentir en confiance ou à l'aise, ou elles vont pas ressentir le besoin en fait de l'expliquer. Parce qu'en fait, selon l'âge auquel elles ont été diagnostiquées déjà, elles ont appris souvent à compenser cet handicap. Et donc, en fait, elles l'invisibilisent encore plus que ce que c'est, en fait, en compensant, en se suradaptant et en s'adaptant à la société. Mais finalement, ça crée en fait une grosse fatigue aussi pour ces personnes-là, quoi. Morgane, peut-être, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette émission, sur ce témoignage qui concerne évidemment l'autisme, hein. Oui, là c'était en tout cas Marine qui parlait donc est coordinatrice au sein du GEM Autisme en Eure-et-Loire, mais ça peut concerner effectivement d'autres maladies, d'autres pathologies, puisque sur l'émission donc Ni Vu Ni Connu, on avait Marine d'un côté et Stéphane, alors encore un Stéphane, c'est vrai, Stéphane de l'autre, qui a une maladie qui lui déclenche en fait plusieurs troubles 10, donc dyslexie, dysorthographie, etc. Donc en fait, il y a une multitude finalement de maladies qui créent des handicaps invisibles. Précisément comme c'est invisible, parfois, soit on les ignore, soit en tout cas on les méconnaît. Et il y a aussi une réelle nécessité d'aller en parler et de faire le...
puisque quand le handicap est invisible, quelque part, entre guillemets, il n'est pas concret pour les gens, c'est difficile de l'appréhender. Et pourtant, tout le paradoxe, notamment sur ce sujet, c'était de dire d'un côté, ok, le handicap peut être invisible, et de l'autre, pour autant, les adaptations, elles, sont bien réelles et bien nécessaires. Quand bien même on a un handicap qui ne se voit pas, on peut avoir besoin, par exemple, d'aide à la lecture, d'aide à la concentration, d'environnements un peu différents, silencieux par exemple. Donc voilà, en fait, c'est ça tout l'enjeu et tout le paradoxe. Handicap invisible qu'on ne connaît pas forcément et besoin d'adaptation très concrète. C'était ça, en fait, le gros enjeu aussi. Et ce qu'expliquaient Marine et Stéphane dans l'épisode. Et d'ailleurs, il y a une question qui se pose pour les gens qui sont atteints d'un handicap invisible, c'est justement de les déclarer, parce que parfois, ils n'osent pas le dire, dans l'entreprise notamment, de peur qu'on dise ah bon, comment il est en situation de handicap, hein, c'est vrai ça. Oui, oui, mais c'est leur liberté de vouloir alors l'afficher après on ou pas. est Voilà. absolument libre de dire ou pas dire, Oui. mais c'est vrai que parfois il y a une réticence à le dire de peur du regard des autres. Hein, Oui, oui. et c'est vrai que c'est un vrai problème le handicap non visible. Alors, j'ai relevé, c'est surtout toujours sur le site qui est très bien fait du département, merci. les 6 types de handicap reconnus. Alors il y a le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap mental, le handicap psychique, le handicap cognitif et le polyhandicap. Hein, ça c'est des 6 des 6 traces des 6 types de handicap. Mais il y a aussi, oui, ces handicaps invisibles. C'est la majorité, hein, la grande majorité du handicap. Il y en a beaucoup et je trouve qu'on n'a pas suffisamment sensibilisé tous les agents d'accueil dans les différentes structures, justement, à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces personnes qui ont un handicap qui ne se voit pas. Mais bon. Parce que dans le handisport, il y a des personnes dont le handicap est invisible. Il doit y en avoir, oui, mais... Ou c'est plutôt non. Oui, pour on a le comité du sport adapté. Oui. Bon, voilà, on a les enfants qui sont en situation de handicap, qui ont des troubles autistiques pour certains. Et donc oui, ils pratiquent des sports. Là, on a eu un tournoi de boccia, par exemple, pour ce type de handicap. Et à Montigny, concernant l'emploi, par exemple, on a le handi-recrutement. Justement, lorsque vous parliez du fait que c'était difficile pour les personnes de parler de leur handicap, on a mis en place de façon spécifique un handi-recrutement qui permet de recruter des personnes en situation de handicap. Donc on est dans une structure qui leur permet de parler ouvertement de leur handicap avec des postes qui sont vraiment adaptés totalement. Donc c'est quelque chose qui est très prisé puisque ça se passe à la mairie et c'est très intimiste. Et ça fait de nombreuses années que nous le faisons et on a un grand succès. Voilà. Et c'est vrai qu'on est dans une problématique qui est assez complexe, qui est à la fois l'inclusion, c'est-à-dire que au fond, il n'y a pas de différence entre les personnes en situation de handicap et les autres. Et puis, la nécessité aussi de reconnaître la différence. Hein. Il y a cette balance entre les deux qui est assez complexe, en fait, même dans nos propres esprits, je trouve, non ? Oui. Il y a un peu de contradiction, presque. Mais on est tous différents, déjà, au départ. Oui, donc, voilà. après, il y a des différences plus marquées. Mais il y a des différences qui nécessitent un accompagnement plus ou moins important. Donc, c'est là où il y a nécessité d'être plus attentif. Mais finalement, en fait, on est tous différents. Mais oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça, Morgane ? Oui, c'est vrai qu'on est... Oui, c'est vrai, elle a raison. On est tous différents. Je ne peux qu'être d'accord sur le côté tous différents, chacun avec ses spécificités, mais je reconnais un petit peu le travail d'équilibriste effectivement entre dire bien entendu oui c'est ça, enfin on est tous égaux
mais tous différents. En fait, c'est ça un petit peu le travail. Et quand on a un handicap, il n'empêche qu'il faut reconnaître, oui, le besoin d'adaptation et d'accompagnement. Et c'était très bien dit, le besoin aussi d'être attentif. C'est vrai pour tous les handicaps, mais très concrètement, par exemple avec ma déficience visuelle, je peux vous parler, je peux participer, encore que je ne vois pas vos visages et les échanges, ce qui peut parfois conditionner le relationnel, notamment dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a un besoin d'accompagnement, que les gens, par exemple, dans mon cas, mettent des mots, me disent éventuellement, voilà, si ça peut être à moi de parler ou non. J'ai besoin qu'on m'accompagne parfois dans des lieux. Donc voilà, il y a à la fois, ok, on peut faire les mêmes choses que des personnes valides, mais il y a un besoin d'accompagnement. Mais encore une fois, vous l'avez tous très bien dit, on est simplement tous différents. Je crois que c'est ça le postulat de base. Et bien justement, puisque sur cette différence, on va parler un peu de... Moi, je voudrais juste Oui, dire un truc, une petite pensée, parce qu'il y a quand même des gens qui ont un handicap invisible et qui sont abandonnés par leur famille, qui sont laissés à la rue. Moi, j'en connais... oui, j'en connais 2 sur Maurepas. Quand on les voit, on ne sait pas qu'ils sont handicapés. C'est des jeunes qui errent comme ça dans la rue et qui sont laissés par leur famille. Et c'est quelle sorte de handicap? Je ne sais pas si c'est autisme ou... Je ne sais pas du tout. Ouais. On voit ce jeune, parce que je le croise souvent. On le voit, il marche. Là, il y a des structures d'accueil quand même. Mais la famille ne les met pas dans ces structures-là. Mais peut-être que voilà. C'est-à-dire que pour eux, je ne sais pas si c'est une honte d'avoir un enfant comme ça. Oui, peut-être. Oui. Non, il y a ça aussi. Oui. Et là, je le vois. Il faut alerter les services sociaux du département. Oui. Ouais. Après, je ne sais pas comment il réagirait si je parlais avec lui. Mais je vois c'est compliqué, souvent, non, mais c'est vrai que... Je ne sais pas comment engager la conversation mais c'est vrai que Marie-Hélène a raison, il y a des structures quand même... Mais après, il y a des parents qui font aucune démarche. Oui, c'est bien. Aucune démarche, sûr, mon fils est handicapé, on peut peut-être prendre la place des parents dans ce cas-là. Enfin, signaler. Pas vous, mais il y a des structures, quoi. C'est vrai que... on parlait justement de la différence, pas la différence, le visible, pas le visible. Alors, dans le handisport, évidemment, dans ce que vous faites, c'est assez visible. On va voir quelques images de vous, si vous êtes d'accord. Voilà, c'est Stéphane de Bizet. Dans ses œuvres. D'accord. Alors voilà, il y a le... Quotidien. Vous pouvez commenter, hein. Là, c'est avec ma compagne, Isabelle. Ouais. On est chez moi, à Maurepas, dans mon appartement. Alors, on montre la difficulté que j'ai à aller chercher le courrier, prendre la clé de la boîte aux lettres. Alors là, c'est le côté hypocondriaque, avec une pharmacie totale. Là, je fais la vaisselle pour montrer, que c'est facile. Je me débrouille assez bien tout seul. Là, c'est ma compagne Isabelle. Qui te régit avec nous. Voilà, oui, elle est là. Je la martyrise. Mais bon, c'est une franc-comtoise, elle aime ça aussi. Donc. Voilà. Ah oui, les franc-comtois sont comme ça. Là, j'ai entendu rire, là, quelque part. Mais oui, mais bon, je suis quelqu'un qui se débrouille bien. Oui. Voilà, je vais chercher courrier, je fais les courses, je fais le ménage. Je suppose que le sport vous aide aussi à vous débrouiller mieux, non? Oui, ça permet quelque part à stagner la maladie aussi. Oui. Toujours forcer, faire des exercices, les matchs aussi. Ça permet de s'entretenir et de lutter quelque part contre la maladie aussi. Là, il va y avoir les Jeux Olympiques au mois de juillet, au mois d'août. Et puis après, il y aura les Jeux Paralympiques. Ça aussi, c'est important pour la vision de tout le monde de ce qu'est le handicap, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de public qui viennent assister à ces compétitions. Les gens s'intéressent au handisport, s'intéressent aux performances de nos équipes. Je vois, il y a eu les championnats du monde de rugby fauteuil encore. À la Halle Carpentier, c'était blindé quand l'équipe de France jouait. Donc ça montre bien que parce qu'à la fois, les gens s'intéressent à ça. Il y a eu des reportages aussi sur la chaîne L'Équipe qui montraient des matchs. Et avant, on ne voyait pas ça. Et c'est vrai, oui. Mais parce que on s'est aperçu, au Vélodrome aussi, il y a eu beaucoup de choses avec le vélo. Et ça a attiré un fort public, parce que on s'aperçoit aussi, il y a un côté très spectaculaire du handisport quand même. Hein. Je vois, tout à l'heure, on vous a montré une vidéo du rugby fauteuil. C'est très spectaculaire et très violent. Oui.
Et puis il y a les résultats qui suivent, donc les gens ils regardent. C'est plus spectaculaire, Voilà. c'est plus impressionnant comme performance Voilà, mais c'est- que sur des valides. Enfin, Oui, Et c'est... le tout à fait. tennis, Voilà, par il y a des- exemple, ils sont le tennis. absolument incroyables, quoi. Après, j'en reviens toujours au rugby fauteuil, c'est le sport le plus spectaculaire que je connaisse en fait, parce qu'on se rentre vraiment dedans. Il y a vraiment des vols planés, des blessures, Ça se joue à combien? à 4 contre 4. C'est en fait, on a des fauteuils différents. Un fauteuil de défense avec une grille devant et une fauteuil avec pour que nos rapides puissent aller marquer des points. En fait, nous, on fait des blocages pour permettre à nos rapides d'aller marquer des points. D'accord, il y a un peu des avants et des ailiers, quoi. Voilà, en c'est gros, ça. hein. Oui. Ceux qui ont des grilles doivent faire le ménage Ouais. pour permettre à nos rapides d'aller marquer entre deux plots. Vous avez marqué. Et le marqué, on passe entre deux plots, c'est Entre ça? deux plots, oui. Ouais. C'est dans un gymnase que ça se passe, sur un terrain de hand. Ouais, c'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Et pardon, mais parce que vous le dites, vous parliez tout à l'heure d'un joueur qui était impossible à passer, mais est-ce qu'on a conscience parfois du danger? Est-ce qu'on peut avoir peur quand même? C'est un sport qui est relativement violent quand même. Ah, quand on voit par exemple ce joueur-là qui a fait un hit, on le voit arriver, on évite d'être devant lui quand même. Oui, c'est ça, hein? On se dit, si on l'affronte de face, il y a des chances qu'on soit blessé Ça pendant va un au petit moment. crash. Quoi. Voilà, ouais. Ah, c'est violent. Je dis, c'est vrai aussi au rugby. Maintenant, vous avez des Oui. types de 120 kilos qui courent en 10 secondes le 100 mètres Ouais, c'est ça. quand ils arrivent. Il y a des monstres quand ils vous foncent. Ah, il y a des monstres quand ils vous foncent dessus. Ouais. La deuxième fois, on n'y retourne pas en général. on y va doucement. Et en basket, par exemple, ou en handball, il y a moins de... Oh, Moins de le risques, handball, il n'y moins a de- pas vraiment de choc. Non? C'est des montées de balles, des tirs, c'est Oui, tout. c'est de Le l'adresse. basket, bon, il y a un peu plus de choc, de Oui, choc. oui, c'est ça, oui. Il y a, Mais bon, c'est pas violent non plus. il y a jamais, vous avez Il jamais peut vu y d'acc- avoir des blessures, mais Oui, oui. bon, pas c'est d'accident. quand on se rencontre face à oui, face, oui, oui. ça arrive. Oui. Mais le plus souvent, c'est des blocs qu'on fait pour permettre la facilité aux copains d'aller marquer. Quoi. Les arbitres, ils sont très présents Et, dans le e-sport. ah oui, oui, il y a des formations pour chaque Oui. type de sport, le rugby fauteuil, le basket, le hand, il y a des formations spéciales pour ça. Mais oui, il y a plus d'arbitres qui demandent à être formés parce que ça les intéresse. Ouais. Il y en a qui faisaient l'arbitrage chez les valides, qui maintenant se retrouvent à faire d'arbitrage en e-sport. Parce que c'est quelque chose qui les passionne. Absolument, oui, non, mais c'est vrai que je crois que oui, le grand public découvre le handisport. Je pense que les JO vont faire aide. en France vont faire beaucoup pour ça. Hein. Nous, Et vous avez des structures aussi, non? Oui, nous on Les a nouvelles à technologies, Montigny. pardon, excuse-moi. On va parler Non, de je voulais nouvelles juste technologies parler- après. oui, D'accord, mais- parce que Juste ça parler un peu de facilite sport. aussi Ouais. les performances. Absolument. Ouais. Je vais préciser enfin si je peux. Ah oui, Pour, Vous pouvez. pour le handi fauteuil, il faut préciser quand même que ce sont à la fois des valides et des personnes en situation de handicap exact, qui oui. jouent dans la même équipe. Oui, Donc oui. ça, la mixité est Oui, importante aussi. Et Oui, c'est vrai, oui, j'aurais ouais, pu le quand on préciser. parle de l'importance du sport, à ah oui. Montigny, Vous on voulez l'a dire que dans une équipe Oui, de Il peut y avoir oui. des valides et des handicapés. qui Voilà. jouent en fauteuil. C'est ça. Voilà, en fauteuil. D'accord, Ils sont En ensemble dans la basket, il y a même des équipe, valides hein. qui se mettent aussi en fauteuil. d'accord. Ouais, En ouais, handball, je vois au tournoi de Montigny, c'est ça. il y avait une équipe qui est quasiment valide. Ah oui, Quasiment Oui, que oui. des valides. ah bon. D'où Ouais. l'inclusion inversée. hein. C'est Ça, pas mal, c'est- ça. Ça, je savais pas ça du Si, tout. si. Et on parlait de Mais c'est pas un peu l'importance de la du tricherie, ça, non? Bah non, parce que pour eux c'est un handicap Oui, parce que- peut-être, oui. voilà. Et puis on parlait de C'est vrai l'importance. qu'on se retrouve dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions, C'est quoi. ça, Hein. ouais. On parlait de l'importance, on parle de l'importance du sport et en Montigny on a l'inclusion par le sport. Donc dès le plus jeune âge, on a des sections qui permettent aux enfants de pratiquer le tennis, le paratennis. On a l'association Ciel qui fait de l'escalade aussi. On a une personne justement qui a une déficience visuelle et qui grimpe sans problème. Donc il y a de nombreux sports comme ça qui permettent aux enfants dès le plus jeune âge de pratiquer. Et finalement, comme vous l'indiquiez Stéphane tout à l'heure, vous avez été habitué depuis tout petit et finalement ça devient quelque chose de totalement Oui, naturel. naturel, hein. Et on forme des champions Ouais. comme ça, hein, des champions de paralympiques. Vous parlez de Montigny, c'est vrai qu'il fait beaucoup, enfin une action très intéressante sur l'inclusivité. Il y a
récompenses. Enfin, je sais que la ville de Laval, là, ville totalement inclusive, hein, je crois que c'est. On y travaille. Oui, vous y travaillez, vous y travaillez, hein, voilà, vous tout à souhaitez, fait. vous souhaiterez hein, que Tout à votre fait, tout à fait. On va essayer de travailler ça et on a déjà de bonnes bases. Donc très certainement qu'on pourra avoir ce joli label, mais qui est une réalité aussi à Montigny, voilà, depuis Il y a d'autres années. villes, Marianne Jouy, peut-être Oui, on est en train de courir après le label Tourisme Handicap. Donc, D'accord. Tourisme handicap. Bon, il y a beaucoup de labels qui promeuvent l'accessibilité. C'est pas le label qui compte, mais Oui. c'est Mais c'est une démarche qui est engagée. C'est une démarche, C'est un absolument. guide qui nous permet d'avancer dans, justement dans cette accessibilité. Oui, après c'est un challenge aussi. Voilà. Morgane, est-ce que vous avez eu dans vos émissions des pratiquants de handisport? Oui, tout à fait. On a eu, alors d'ailleurs, pour un autre sujet, mais Stéphane, ici présent au plateau, a participé à une des émissions avec sa compagne Avec les yeux de l'amour. Mais il nous avait déjà dit, je crois, un petit mot sur le handisport. Et sinon, on a eu des sujets plus spécifiques, comme pour le meilleur et pour le sport sur la saison 2, avec une personne para-escrimeuse et un monsieur en situation de handicap qui fait un peu des road trips à vélo. Sur des milliers de kilomètres, par exemple. Mais on a eu aussi des sujets avec de la joëlette, ce qui permet donc d'avoir une personne en situation de handicap en tant que pilote, on dit, un peu comme, si vous voulez, comme dans une chaise à porteur, plus ou moins, et des personnes valides, donc qui portent un petit peu la joëlette, mais où on part sur des grandes ascensions en général, sur des grandes courses et des grandes ascensions. Donc d'ailleurs, ça vaut le détour. J'invite tout le monde, si vous ne connaissez pas encore la joëlette, à regarder ou à en parler autour de vous. C'est assez spectaculaire aussi. Mais donc oui, on a déjà eu des personnes qui ont pu nous expliquer leur discipline et sensibiliser. Et encore une fois d'ailleurs, en parlant vraiment de prouesse, c'est complètement scotchant. Oui, c'est scotchant. Oui, vous avez raison. On va rester avec vous quelques instants. On va vous retrouver pour la troisième partie de cette émission, qui est donc le handicap et les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux personnes en situation de handicap? Et sur les évolutions technologiques, Bruno, comme tu connais plusieurs outils technologiques et que j'imagine que tu as pu constater beaucoup de changements dans ce domaine, justement, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose un peu sur les progrès? Les évolutions qu'il y a pu y avoir en quelques années, on pourrait dire. Oui, complètement, parce que c'est très large finalement. Ce qu'on a gagné, je dirais, c'est en compacité. Ça, il y a beaucoup de produits. On prend par exemple des téléagrandisseurs pour les malvoyants. On avait des appareils qui pouvaient faire 20-25 kilos avec des gros écrans de télé. Maintenant, on a des écrans plats. On a gagné parce qu'il y a de l'aluminium, ou on a effectivement l'impression 3D. Donc, on a gagné sur la légèreté, on a gagné sur la qualité d'image aussi, même si c'était quand même déjà très bon avant. On a gagné sur la rapidité de mise en service des appareils, le côté hyper transportable, parce que maintenant, on arrive à faire des petits téléagrandisseurs qui se replient sur eux-mêmes, qui font 3 kilos. Donc là, on a gagné sur tout ça. Après, c'est vrai que l'image, la qualité d'image, même si avant, on n'était pas sur du Full HD, pour un malvoyant, il faut quand même toujours relativiser. C'est-à-dire qu'il y a comme toujours une idée de voyant, il faut que l'image, elle soit parfaite. Sauf qu'un malvoyant, ce qu'il demande, c'est pas que l'image soit parfaite, c'est qu'il puisse lire une information qu'il ne pouvait pas lire avant. Morgane, justement, alors là, on parlait des malvoyants, des progrès. Vous constaté des progrès peut-être justement dans les images, et puis il y a aussi peut-être qu'on peut avoir aussi des espérances dans les progrès de la médecine qui sont quand même considérables d'une certaine façon. Alors oui, sur la médecine, on peut effectivement maintenant accompagner, soigner ou retarder parfois l'évolution même de certaines pathologies. Il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus de solutions, et même, alors la médecine en elle-même, très rapidement parfois d'autres alternatives. Dans mon cas, par exemple, ça ne s'opère pas puisque c'est le nerf optique. Par contre, il y a certaines alternatives, solutions en termes de confort.
exemple les lunettes, les fameuses lunettes un peu basse vision pour filtrer la lumière et m'empêcher d'avoir des migraines ophtalmiques. Donc, on a pas mal de solutions. Et sur la technologie en particulier, il y a de plus en plus de choses qui sortent sur le marché et qui se démocratisent. Une des choses qui a été évoquée justement sur l'épisode de la tech inclusive, c'est tout ce qui est assistance vocale. Donc, toutes les enceintes connectées, quelle que soit leur marque, c'est quelque chose de grand public. On peut y accéder plus facilement et ça aide au quotidien autant quelqu'un de valide que quelqu'un qui pourrait avoir un handicap. Dans mon cas, voilà, plutôt que d'aller chercher l'information sur un ordinateur à l'aide de raccourcis et voilà, de beaucoup de manipulations, je demande. Donc, par exemple, des choses comme ça, grand public et qui se démocratisent, c'est une facilité pour tout le monde. Donc, il y aurait beaucoup d'autres exemples, mais ça, c'en est un qui concrètement, au quotidien, apporte vraiment du confort et de la fluidité. J'ai appris d'ailleurs qu'il y avait des choses dont on se sert. Le SMS, par exemple, a été inventé par des personnes en situation de handicap. Hein, oui. Je ne savais pas ça. Non, moi non plus. On découvre. J'avais appris ça. Vous me confirmez, Morgane? Eh bien, je ne savais pas non plus, je le découvre. C'est une info exclusive. Voilà, c'est une info que je vous donne comme ça au passage. C'est vrai que, non mais on peut penser dans l'innovation, le numérique, l'intelligence artificielle, et justement, comment toutes ces techniques nouvelles vont pouvoir entrer en vigueur et se mettre au service de, justement, de l'autonomie, en fait. C'est ça qui est important hein, avec ces nouvelles technologies, Marie-Hélène. Ah oui, oui. Je pense à un outil qu'on a mis en place au département qui s'appelle Axéo et qui permet aux personnes sourdes et malentendantes, justement, que quand quelqu'un parle en face d'elle, la parole s'inscrit sur une tablette et c'est accessible visuellement. Voilà. Donc ça fait partie des outils numériques innovants qui permettent de faciliter la vie, le dialogue, le contact entre des personnes sourdes et puis leur interlocuteur. Mais il y a aussi toutes ces technologies justement dans le sport qui permettent, qui avancent tous les jours. Les coureurs qui ont aujourd'hui des lames qui sont d'une beauté magnifique en plus et qui permettent de faire des performances incroyables. On a d'ailleurs dans le département installé un institut du sport paraconnecté. Oui. Avec le professeur François Genet, professeur à l'hôpital Poincaré, et qui met en place, qui fait de la recherche justement sur toutes ces technologies qui permettent des performances plus importantes et pour permettre à chacun de pouvoir faire du sport avec des outils adaptés. Ouais. C'est vrai que oui, ça s'est amélioré aussi hein, pour le sport, Oui, c'est les lames pour tout ça. Oui, non, les fauteuils. Oui, les fauteuils maintenant qui sont plus performants. Est-ce qu'il y a des choses dont vous dites, tiens, si on faisait ce progrès-là en médecine, ça serait formidable pour moi? J'ai vu récemment aux informations qu'ils avaient réussi à faire marcher quelqu'un en lui mettant une puce au niveau de... Je crois que c'est de la moelle épinière ou je ne sais plus trop quoi. Oui, absolument. Et cette personne réussissait à marcher. Pourquoi pas moi, après tout Non, mais on peut raisonnablement espérer quand même que parce que c'est vrai que je disais les progrès de la médecine sont absolument considérables et ils vont être encore plus considérables dans les 10 ans ou dans les 15 ans qui viennent. Donc pour des personnes qui sont encore jeunes comme vous avez quel âge? Oula, je suis très très jeune, 56 ans. Voilà, donc voilà, mais c'est très jeune. Et, non, mais c'est vrai qu'on peut espérer des améliorations. Pour la génération à venir, déjà. Pour la génération à venir, absolument. C'est vrai qu'ils auront des moyens à leur disposition qu'on n'a pas, qu'on n'avait pas avant, qu'on commence à avoir maintenant, et qu'eux, ils vont bénéficier à fond plus tard. C'est ça qui est bien. Comme cette puce qui permet de remarcher, ou même, je sais pas, Morgane, au niveau des non-voyants, une puce qu'ils peuvent mettre oui, alors après pour permettre de distinguer. Je crois qu'ils ont réussi à faire ça déjà. Réussi, il y a certaines des prototypes de lunettes, alors ça dépend de la pathologie, de comment l'œil perçoit, etc. Mais il y a des lunettes connectées qui peuvent donner une information en temps réel, avec plus de contraste, plus de détails, une analyse de ce qu'on a devant les yeux. Donc il y a déjà des choses comme ça qui existent. Et puis après, on est encore sur d'autres alternatives. Mais par exemple, pour les personnes très 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 malvoyantes comme moi ou non-voyantes, aujourd'hui on a des cannes blanches connectées.
avec des boîtiers, avec des possibilités de vibration selon les obstacles. Donc des cannes qui perçoivent plus d'obstacles, y compris ceux à hauteur de visage, par exemple, qui peuvent transmettre des sons, etc. Donc on avance beaucoup, ce qui fait qu'on gagne encore une fois en autonomie, en confort et en sérénité peut-être au quotidien. Alors imaginons dans 20-30 ans. Oui, absolument. Oui, on peut imaginer quand même un monde assez différent. Je voudrais, pour terminer, qu'on dise un mot de gens dont on a peu parlé. Aussi, on a parlé de votre compagne. C'est justement les accompagnants, dont on parle peut-être pas assez. C'est quelque chose de parfois difficile. Enfin, non, ça dépend de la personne. Du handicap de la personne, c'est plus ou moins lourd. Mais il y a aujourd'hui des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas de solution d'accompagnement, pas de place en établissement, et qui sont en famille avec des situations lourdes parfois pour les parents quand il s'agit d'un jeune. Et là où les parents sont obligés d'abandonner leur travail pour pouvoir s'occuper du jeune, c'est très problématique. Et ça use vraiment les familles. Stéphane, alors on vous a vu avec votre compagne, c'est vous, hein, qui vous aide quand même. Oui. Est-ce que pour elle, alors c'est quoi? Alors on voit qu'il y a de l'amour entre vous, donc. Oh, ça se voit. Oh là, j'ai tout fait pour le cacher, c'est raté. C'est raté. Mais j'entends rire encore. Oui. mais c'est vrai que c'est aussi un travail, quoi. Pour elle, oui, me supporter déjà à la base, c'est... Oui, voilà, il faut vous supporter, vous. Ouais, c'est un label exceptionnel pour elle. Non, mais bon, elle m'aide pour les tâches que je peux pas faire. Oui. Par exemple, pour m'habiller, pour monter dans la voiture, pour mettre le fauteuil à l'arrière. Pour les tâches dont vraiment j'ai du mal, elle est là, elle est omniprésente. Cuisiner, parce qu'elle sait cuisiner, contrairement à moi. Oui, vous l'avez le... Voilà, moi je fais la vaisselle. Faites la vaisselle. Elle salit, moi je nettoie. Donc voilà, comme ça c'est bon. Vous êtes Oui, il y a une équipe, quoi. Il y a un travail d'équipe. On s'est bien trouvé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Morgane, justement, il faut quand même saluer les accompagnants, hein, parce que c'est très important et tant qu'on n'a pas justement tous ces progrès technologiques qu'on peut espérer qui vont faciliter l'autonomie, l'autodétermination, mais voilà, le travail des accompagnants est essentiel, quoi. Ah oui, il est essentiel et puis il apporte. Alors encore une fois, tout dépend du handicap, hein, bien entendu, mais comment la présence d'un aidant peut apporter autant cette aide physique pour effectuer certaines actions, mais ça peut apporter aussi le réconfort. Le soutien, le réconfort, le sourire. Donc oui, c'est très important, mais rappelons-le aussi, c'est primordial d'ailleurs d'accompagner et d'aider les aidants. Il y a de plus en plus d'initiatives, d'associations, de fédérations qui œuvrent en ce sens, qui proposent des cafés des aidants, des séjours de répit. Parfois, encore une fois, tout dépend de l'aide qu'on apporte au quotidien, mais c'est important qu'il y ait des alternatives. Et oui, les aidants, on peut les remercier, c'est certain. Alors, vous parliez de sourire. Juste un mot. Alors, ça dépasse évidemment le travail des aidants, mais dans l'équipe qui vous accompagne, j'ai toujours été frappé parce qu'ils sont tous d'une humeur formidable, ils sont tous souriants, ils sont tous heureux. Et ça fait du bien quand vous travaillez avec vous. Eh ben, alors oui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est super attentive et en fait qui a de fortes convictions aussi, mais qui a de fortes convictions, qui est toujours dans l'accompagnement et effectivement toujours dans la positivité, parce que en plaisantant, en proposant une aide très naturelle et comme le disent certains membres de l'équipe autour de l'émission, en fait on arrive à apprendre les uns des autres au quotidien et on partage un peu des bouts de nos vies et du coup voilà, on échange, on fait avancer certaines choses si on peut, mais oui, ça fait vraiment du bien de pouvoir dédramatiser aussi, puis d'avoir des gens sur lesquels compter. Encore une fois, un travail d'équipe. Moi, je ne jure que par la rencontre et par la cohésion. Mais donc oui, vous l'avez rappelé, c'est ce qui se passe dans l'émission avec les jeunes Morgane et avec toute l'équipe autour.
Ça fait du bien de se défouler sur eux quand ça va pas. Voilà, ça fait du bien. Mais ça fait du bien comme de vous avoir reçu, Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Hélène Aubert. Et donc, voilà, je conseille d'aller sur le site du département qui est très bien fait, celui de Montigny aussi. Hein. Bien sûr. Merci à tous les trois. Merci Morgane. Et à très vite. J'ai bien envie qu'on reparle de manière assez récurrente de la question du handicap. Très bien. C'est Bonne très idée. bien, oui. À très vite alors. Merci beaucoup. À très vite.